On m'a posé dans la lettre d'invitation deux questions. La première était « Quelle est la vision du développement durable du Nord québécois dans votre domaine d'expertise? » Et la deuxième était « Quels sont les principaux enjeux du développement durable du Nord québécois? » Pour définir la vision, dans mon domaine d'expertise, il faut peut-être que je prenne le temps de vous dire quel est mon domaine d'expertise. Alors, je travaille pour Canard Illimité, une organisation qui a 325 employés au Canada, un autre 300 aux États-Unis. C'est une compagnie qui n'est pas activiste, même si c'est un ONG en conservation de l'environnement. On s'intéresse à la gestion de la sauvagine nord-américaine et aussi on fait beaucoup de recherches sur les milieux humides et les oiseaux aquatiques. Si vous me demandez ce qu'est le Nord, pour moi, je vais vous dire que le Nord, au sens géographique, ça pourrait être la Boréalie et la toundra. Puis au niveau politique, ce qu'on appelait encore jusqu'à il y a tout récemment le Plan Nord ou le territoire du Plan Nord. Parlant de Plan Nord, on pourrait aller voir quelle est la vision qu'avait le Plan Nord dans le document qui a été déposé en mai 2011. La vision, qui était une vision à laquelle Canard Illimité adhérait parce qu'on avait collaboré à l'énoncé de cette vision-là, c'est que le Plan Nord doit être un projet exemplaire de développement durable qui intègre le développement énergétique, minier, forestier, bioalimentaire, touristique, du transport, la mise en valeur de la faune, la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité, c'est-à-dire à peu près tout. Il doit favoriser le développement au bénéfice des communautés concernées et du Québec tout entier, et ce, dans le respect des cultures et des identités. Alors, la lecture que je fais, c'est que c'est assez complet, mais il y a quand même une prépondérance de l'importance du développement. On pourrait regarder une deuxième vision, un peu plus environnementale, celle qu'on retrouve dans la Convention pour la forêt boréale du Canada, qui a été patronnée par l'Initiative boréale canadienne et signée par plusieurs organisations qui sont regroupées. Je ne sais pas si j'ai un curseur, mais en tout cas, si vous regardez à droite, vous allez voir qu'il y a des compagnies forestières, des gouvernements, des nations autochtones et des ONG qui ont co-signé cette convention-là. Alors, la vision est assez intéressante. C'est les mêmes mots, mais présentés différemment. La Convention pour la conservation de la forêt boréale est une vision commune du maintien de l'intégrité écologique et culturelle de la forêt boréale du Canada, et ce, à perpétuité. Si on pousse un peu, notre vision vise à faire de la forêt boréale du Canada l'écosystème forestier le mieux conservé au monde, sans nuire aux activités des collectivités nordiques qui ont recours à des pratiques de gestion durable à la fine pointe. Ensemble, les Canadiens reconnaîtront et promouvront l'importance et la valeur de veiller à la santé des écosystèmes et des collectivités nordiques. Alors, c'était mes réponses à la question qui avait trait à la vision. La deuxième question, c'est celle sur les enjeux du développement durable. J'ai essayé de regrouper ça essentiellement dans trois grandes catégories d'enjeux. Alors, la première catégorie, c'est ce qui a trait à l'équilibre des trois pôles du développement durable. Le deuxième, à l'équilibre des priorités nord-sud. Puis le troisième, vous pourriez vous y attendre, ce qui a trait à la conservation des écosystèmes nordiques. Alors, je commence avec l'enjeu numéro 1, celui d'équilibre des trois pôles du développement durable. C'est un pôle dont on pourrait parler très longtemps. Je pense qu'au niveau de l'importance politique, en général, la majorité des gens ici vont être d'accord pour dire qu'il y a une importance dominante de l'économie dans le discours, puis souvent, malheureusement, de l'économie classique, celle qui ne prend pas en compte le développement durable nécessairement ou qui n'a pas de composante environnementale. On se retrouve aussi au niveau des discussions, au niveau politique, avec des discours, des discussions puis des actions qui sont souvent unipolaires. Alors, on va avoir une journée, une sortie environnementale, une autre journée, une sortie sociale, après ça, une sortie économique. Rarement, j'ai vu des discussions. J'ai été, entre autres, à la table des partenaires du Plan Nord, puis rarement, je voyais des discussions économie, environnement ou environnement-société, mais j'ai à peu près jamais vu de discussion qui portait sur les trois pôles du développement durable. Ça semble vraiment difficile à atteindre. Une autre chose qui me préoccupe, là, c'est plus comme scientifique que sur la place publique, c'est ce que je vais appeler ou ce que je vais déplorer comme étant une utilisation non neutre de la science.
C'est toujours amusant de voir comment il y a une grande crédibilité qui est accordée à la technologie. Je reviens à la table des partenaires du Plan Nord. Personne n'avait douté de la capacité de l'avion à voler pour se rendre au site de la Réunion. Tout le monde utilisait des cellulaires. Ça, c'était une technologie tout à fait fiable. Quand on arrive en environnement, bien là, il y a un scepticisme qui apparaît envers les sciences environnementales. Les gens vont souvent douter des changements climatiques, d'autres vont douter des conséquences néfastes de certaines actions sur la biodiversité, etc. Je considère pour ma part que c'est une menace quant à l'équilibre des trois pôles du développement durable. L'enjeu numéro 2, il a été soulevé un petit peu par M. Baribeau avant, c'est l'équilibre des priorités nord-sud. Je dirais que pour les gens en conservation, il y a souvent un mythe qui dit que le Nord est un immense territoire à peu près vierge. Pourtant, l'empreinte humaine sur ce territoire-là est déjà assez grande. Si on prend par exemple le territoire au nord du 49e parallèle, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais l'estimé qui était fait par le ministère des Ressources naturelles était qu'on avait, si je me souviens bien, au moins 20 du territoire qui avait déjà une certaine empreinte humaine. Alors, ce n'est pas tout à fait un grand territoire vierge. Le deuxième mythe auquel on fait face, c'est celui que les enjeux les plus urgents sont dans le sud. Alors, je peux vous dire que quand vous travaillez pour un ONG ou que vous voyez, bien, à l'intérieur de l'ONG ou encore que vous travaillez avec les gouvernements puis que toutes les priorités environnementales sont dans les basses terres du Saint-Laurent, vous vous demandez ce que vous faites avec un programme de la forêt boréale, par exemple. Je dirais aussi qu'il y a une sorte de syndrome de la priorité numéro 1. On utilise beaucoup les analyses multicritères comme aide à la décision et ça nous amène à prendre en général une décision pour prioriser un élément à la fois. Je pense que quand on pense au développement durable, on ne peut pas avoir cette approche-là. Il faut avoir des approches, par exemple, plus écosystémiques si on veut prendre en compte l'environnement et la biodiversité, plus globales au niveau de l'économie, etc., au niveau des communautés aussi. L'enjeu 3, celui qui a trait à la conservation des écosystèmes nordiques, j'aurais pu vous faire une présentation de quelques heures sûrement sur tous les enjeux sur lesquels on travaille ou encore desquels j'ai entendu parler. J'ai choisi ici de vous ramener plutôt au compte-rendu d'un colloque qui avait eu lieu l'année dernière qui s'intitulait « Mobiliser pour le Nord durable ». Ça faisait suite à l'élaboration à l'Université Laval d'une pratique pour identifier des enjeux et des priorités de recherche. L'université avait identifié 4 groupes de travail, dont un groupe en environnement qui regroupait une quinzaine de chercheurs de l'Université Laval et d'organisations externes. À la fin, au terme de cette réflexion-là, il y a eu une liste de priorités d'acquisition de connaissances qui ont été faites. J'ai bien d'acquisition de connaissances parce qu'après ça, il resterait la mise en œuvre à faire. Alors, je vais vous énumérer ces enjeux-là. Alors, le premier, c'est l'importance de connaître l'état de référence puis la dynamique du changement. Si on va à un endroit, faire un développement quelconque, puis qu'on ne connaît pas le territoire, on va ignorer ce qu'on va détruire ou perturber. Alors, l'état de référence est important, puis ensuite, naturellement, le suivi. L'identification de mesures de protection, d'adaptation, de restauration et de conservation. C'est tout autant de domaines de connaissances et d'expertise qu'on peut appliquer à différents domaines. Outre l'identification de ces mesures-là, lorsqu'on a un projet, il faut faire l'évaluation environnementale des projets. Il faut faire aussi éventuellement une mesure et ensuite atténuer les impacts environnementaux qui vont être liés, par exemple, au développement minier, forestier, énergétique, faunique, récréo-touristique. On revient presque à la vision du plan Nord et des transports et communications. Alors, chaque domaine pourrait nécessiter énormément de travaux par des équipes de recherche différentes, puis éventuellement des recommandations, des mesures d'atténuation différentes. On pourrait aussi penser à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis on pourrait ajouter la comptabilité des flux de services environnementaux. Ça, en d'autres mots, ça pourrait être par exemple la quantification des fonctions écologiques et des services écologiques rendus par les écosystèmes et finalement leur quantification à différentes échelles spatiales ou aux échelles de différentes communautés ou utilisateurs.
Puis finalement, j'ai dit tout à l'heure, on pourra regarder l'effet individuel de différentes pratiques, mais la dernière, pas la dernière priorité en termes d'importance, mais la dernière que je vous présente, c'est l'analyse des effets cumulés des différentes activités de développement sur les écosystèmes. C'est peut-être un des défis les plus difficiles à adresser. Il y a énormément d'étudiants dans la salle. Je me disais, qu'est-ce qui pourrait être important à retenir pour vous qui êtes des scientifiques ou qui feraient peut-être carrière en recherche pour la plupart, ou peut-être pas nécessairement, dont plusieurs font carrière en recherche. J'ai pensé à vous sortir 3 conclusions d'un article, ou plutôt une lettre d'opinion que le chercheur Dominique Berthaud de l'Université du Québec à Rimouski a publié la semaine dernière dans la revue Conservation Biology. Alors, dans la conclusion de sa lettre, il disait que les scientifiques étaient sceptiques à l'endroit du plan Nord et que la communauté scientifique internationale devrait surveiller de près le déploiement du plan Nord ou de son éventuel successeur qui pourrait être un Nord pour tous ou autre, et être prête à parler haut et fort si jamais le déploiement prend une mauvaise voie. Il faut aussi être peut-être optimiste parce que les mouvements environnementalistes ont fait beaucoup de gains en réussissant à mousser à mousser l'idée ou à faire valoir l'importance de préserver 50% du territoire nordique. Alors, si ces objectifs-là sont maintenus, on peut être optimiste, mais il faut demeurer prudent parce que le développement du plan Nord, c'est l'illustration parfaite d'une sorte de course en accélération exponentielle entre les dommages environnementaux puis les contre-mesures environnementales. Autrement dit, quand on a un dommage, on va chercher à avoir une contre-mesure pour l'annuler. Ça peut paraître très beau, mais il reste un problème, c'est celui qu'on n'a pas une quantité infinie de milieux. Alors, si on a un milieu de substitution, comme par exemple, on détruit une tourbière, on va en protéger une ou en restaurer une, on en aura malgré tout perdu une sur 2. Alors, il y a une nécessité de pas nécessairement nous-mêmes le faire, mais au moins d'encourager, de développer une volonté de reconsidérer les valeurs de base, comme par exemple l'idée que les ressources naturelles sont illimitées, puis que la croissance économique peut être infinie. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci.